criminalisante utilisée. On Ouais, sait tout à fait. qu'un tiers dans la Ve République, un tiers des dissolutions ont une Excusez-moi. cours sous Emmanuel Macron. Ouais, oui. 30%, je crois, des Bah, dissolutions c'est qui sûr. sont faites. Est-ce que c'est un instrument aussi de pouvoir Oui, oui. Bah, il y a un autoritarisme à tous les étages et ces dissolutions en font partie. La question des libertés associatives, la question de la volonté de terroriser aussi des collectifs et l'idée de pouvoir se défendre parce que bon, il y a eu plein d'autres dissolutions en dehors de la question bien sûr. antifasciste. Et oui, effectivement, il y a une instrumentalisation totale. Quand on sait qu'en plus les dissolutions ont été mises en place à la base, justement après 36, pour lutter contre les ligues d'extrême droite. Donc encore une fois, rien que dans l'histoire de l'idée de la dissolution, il y a là aussi une torsion immense. Et vous parliez de la dissolution de la Jeune Garde. Est-ce qu'il est possible que plusieurs membres soient restés actifs alors que l'organisation a été dissoute? Parce qu'il me semble qu'une enquête aussi pour reconstitution de ligues dissoutes a été engagée. Est-ce que c'est le cas? Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que c'est possible que certains membres soient restés actifs alors que l'organisation a été dissoute? Forcément, cette question, elle vous est posée, étant donné aussi, pour revenir au début, la proximité que vous avez. Vous êtes cofondateur et vous avez certains liens avec des personnes qui sont mises en cause dans l'affaire. Est-ce que ça vous semble plausible? Oula. Oui, effectivement, médiatiquement est sortie cette information. Alors, on n'a pas du tout de nouvelles. Moi, j'en ai pas eu sur l'aspect juridique de cette question de reconstitution de ligue dissoute, etc. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'à partir du moment où la dissolution a été prononcée, on a cessé nos activités diverses et variées qui tournaient autour de la Jeune Garde. Les seules activités qu'on a maintenues, et qui sont publiques, c'est pas caché, c'est de la lutte contre la dissolution. On avait d'ailleurs organisé une vente de t-shirts, on est apparu à la Fête de l'Humanité, par exemple, pour tenir un stand de lutte contre la dissolution. Ça, évidemment, on a le droit de le faire, ce qu'on a toujours fait. Par contre, évidemment, il n'y avait pas d'activité de la Jeune Garde à proprement parler. Il y a juste à voir nos réseaux sociaux, à voir notre activité au quotidien, etc. Par contre, d'imaginer que individuellement, certains ont cessé l'antifascisme, non, preuve en est même avec ma personne. Alors, effectivement, j'ai mené une activité de député, mais aussi de député antifasciste. D'ailleurs, je m'en suis jamais caché. Dès l'élection de 2024, alors à ce moment-là, il n'y a pas la dissolution de la Jeune Garde qui est encore effective, mais je le dis, je le revendique, que j'ai été élu aussi sur ces bases-là. C'est aussi pour ça que des gens m'ont fait confiance. C'est de dire qu'on ne cédera pas un morceau de terrain à l'extrême droite. D'ailleurs, il me semble qu'une de mes premières actions, c'est de monter en Angleterre, alors qu'il y a des émeutes racistes qui inondent le pays, qui sont d'une violence inouïe. Je monte en Angleterre. Le président de la Jeune Garde avait bien parlé récemment sur BFM TV. On l'avait écouté. D'ailleurs, c'était le candidat pour la municipalité de Strasbourg. Il a retiré sa candidature parce qu'il y avait trop de menaces en son égard. Et d'ailleurs, il a tweeté aussi aujourd'hui, les mecs. Il a tweeté pour un peu... Alors, il a un peu incriminé Raphaël Arnaud dans le sens où il n'est pas content. Il n'est pas content de sa prise de parole. Comment il s'appelle déjà? Mince. Il s'appelle... Ah, son nom m'échappe. Son nom m'échappe, peut-être que le chat vous allez m'aider. Je crois que c'est un prénom. Yolnas, je crois que c'est Yolnas son blaze. Attends, Yolnas, je vais voir. Yolnas. Non, c'est pas ça. Pourquoi je trouve pas son compte Twitter? Sem. Ok, Sem. Ok, Sem. Jem, je crois que c'est Jem. Y. Yoldas, ok, c'est ça. Donc, militant contre l'extrême droite, il avait fait un tweet. Raphaël Arnaud est de retour, c'est une bonne chose et ça permet de dire à la caste politico-médiatique qu'ils n'auront pas la peau de l'antifascisme. Cependant, dans cette interview, à la place de mettre de la distance entre les faits et lui, il met de la distance entre lui et les personnes. Ce n'est plus ses camarades, mais ses salariés, comme l'avaient déjà dit plusieurs responsables de la France Insoumise sur les plateaux de télé. Des porte-parole de la Jeune Garde à député insoumis, Raphaël Arnaud achève sa mue jusque dans le discours. Alors que l'antifascisme est criminalisé et que l'autodéfense est criminalisée, il y a urgence, quoi que l'on pense de ce qui s'est passé, à défendre les militants qui répondent aux attaques de l'extrême droite. Petite balle en caoutchouc dans l'estomac de Raphaël Arnaud lancée par son ancien camarade finalement les mecs. C'était son ancien camarade. Je ne sais pas si ça le vend en traître les mecs. Je sais pas. Je ne sais pas. Franchement, j'ai aucune idée. À l'heure où je vous parle, j'ai aucune idée de la relation entre Raphaël Arnaud et les anciens de la Jeune Garde. J'ai aucune idée. Je ne sais pas. C'est aussi ça l'antifascisme. C'est pareil. Il y a qui à ce moment-là qui a été prêt à aller sur le terrain? Pas grand monde à gauche. Enfin, moi j'aimerais bien qu'on soit plus. Bah ouais, mais il faut des gens qui aient le courage. Et je suis pas en train de me vanter les mérites. C'est l'ensemble du mouvement antifasciste. Heureusement qu'il y a des personnes qui décident de se rendre dans des situations. Moi, quand je me rends à Londres, à ce moment-là, je sais pas ce qui va se passer. Alors heureusement, ce jour-là, on est tellement des milliers dans la rue
que les milices d'extrême droite peuvent rien faire. En fait, d'ailleurs, c'est toujours l'idéal. Moi, je pense que l'idéal, et ça doit être le constat qu'on doit se faire lorsqu'il arrive ce genre de choses, c'est que la meilleure réponse antifasciste, c'est qu'on soit le plus nombreux et nombreuses. Et ça avait réussi à paralyser les violences de l'extrême droite ce jour-là. Ça a été le moment où les émeutes racistes en Angleterre ont cessé. S'il y a eu des appels à rassemblement dans tout le pays, c'était après 3 semaines d'émeutes racistes, on a réussi à paralyser les émeutes racistes en étant des milliers et des milliers dans la rue. Ce qui fait qu'ils n'ont pas osé sortir dans la rue ce jour-là. Moi, je pense que LFI a eu raison de ne pas le lâcher. Je pense que le message est fort quand même, les mecs, hein, parce que c'est vrai que la France Insoumise aurait pu laisser tomber Raphaël Arnaud, laisser tomber le combat de l'antifascisme, laisser tomber la jeune garde, laisser tomber toutes les personnes antifa de France aussi qui ont besoin d'un représentant parti politique. Donc là, la question de l'antifascisme est captée par la France Insoumise. Pas par le Parti Socialiste, hein, pas par je ne sais pas quel autre parti de gauche, mais vraiment par la France Insoumise. Donc je les trouve très solides et franchement, tant mieux. Franchement, tant mieux. Tant mieux, tant mieux, tant mieux, tant mieux. La France Insoumise très solide sur ses appuis et positions, ça va compter. C'est vrai que c'est important comme séquence, les mecs. Hein. Ça peut les tuer aussi, hein, parce que médiatiquement parlant, ils ont beaucoup criminalisé les actions de la jeune garde. Depuis le meurtre de Quentin Desranques. Indirectement, ils ont aussi criminalisé en quelque sorte la France Insoumise par ricochet. Mais on espère que la France Insoumise va sortir grandi de cette histoire, tout simplement, genre. Tout simplement. Débat annexe pour toi, Dauphin. Est-ce que, alors si le vieux avait plus été là, est-ce que les jeunes auraient été assez solides pour le soutenir? Je pense que non. Je pense que non, dans le sens où Mélenchon a quand même une très grosse influence, et par la menace de l'extrême droite qui arrive, il y a moyen quand même que les jeunes auraient tourné le dos à Raphaël Arnaud en mode « Laisse tomber frérot, c'est bon, ton groupe, les jeunes gardes, vous êtes bien mignons et tout, mais il y a plus important. Mélenchon a raison de te jeter sous le bus. » Heureusement que c'est pas arrivé. Heureusement que c'est pas arrivé, les mecs. Heureusement. Franchement, je te crois, Dauphin, mais personne n'a bégayé. Mais après, les gars, c'est ça le monde de l'influence. Hein. Mélenchon, c'est quelqu'un d'extrêmement influent. Si Mélenchon avait jeté sous le bus la jeune garde, je pense honnêtement qu'il y aurait beaucoup de personnes qui auraient suivi Mélenchon dans ce mouvement. Hein. Évidemment qu'il y aurait une minorité qui aurait tiré la langue sur Mélenchon en mode « Ah, t'es sérieux, Mélenchon, d'avoir fait ça? Ah, t'es sérieux, etc. » Évidemment, je suis d'accord avec vous, les mecs. Évidemment, je suis d'accord avec vous. Il y aurait une partie de LFI qui n'aurait pas été d'accord avec la décision de Mélenchon. Évidemment. Jean-Luc Mélenchon qui jette Raphaël Arnaud, perso, j'aurais rage quit. Je pense que ça m'aurait fait très mal, les mecs. Ça m'aurait fait très mal. Ça m'aurait fait très très mal au cœur. Peut-être que j'aurais été comme vous, j'aurais peut-être quitté le train, les mecs. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. J'aurais été hyper choqué par Jean-Luc Mélenchon s'il l'avait jeté sous un bus. Heureusement qu'ils ont été solides, les mecs. Hein. Heureusement. Pareil, j'aurais quitté le train. Ah, ça aurait été un bordel, les mecs. Hein. Ça aurait été un bordel pas possible. Et il y aurait des partis politiques de gauche comme de centre-gauche qui auraient profité de ce moment de faiblesse pour tuer la France Insoumise, hein, tout simplement. Pour éliminer la France Insoumise. Heureusement qu'ils ont été solides. Heureusement. Mais ce jour-là, moi, je sais pas ce qui va se passer. Est-ce qu'on va être 1000? Est-ce qu'on va être 100? Est-ce qu'on va être confronté à une attaque de l'extrême droite? Et qu'est-ce qui se serait passé? Là, c'est les convictions qui sont attaquées par des milices d'extrême droite. Je suis d'accord avec toi. C'est archi violent. Je me retrouve au milieu de ça. On aurait dit quoi? On aurait dit, regardez. C'est la dernière digue, c'est divorcer avec l'antifascisme. Et il y a beaucoup de personnes qui pensent comme toi, Jaco. Il y a beaucoup de personnes. Si la France Insoumise cède, laisse tomber l'antifascisme, c'est fini. Je pense que là, le divorce aurait été acté. Il y aurait beaucoup de personnes extrêmement déçues de cette décision et l'aurait fait remarquer à Mélenchon, je pense, hein, et aux autres membres de la France Insoumise. Hein. Je suis d'accord avec toi que c'est la dernière digue. Il ne faut pas céder. Il y a un député extrêmement violent, machin. Et hop, décontextualisation, etc. etc. Donc voilà, donc encore une fois, surtout maintenant, après, je rejoins l'après. Le rendre le plus massif possible, le rendre le plus accessible possible, le sortir d'un certain isolement, un maximum, c'est ce qu'on a tenté de faire à chaque fois avec la jeune garde, ce qu'on avait réussi en partie à faire. Alors, sortir de l'isolement, on en arrive maintenant à vos liens étroits avec la France Insoumise, qui sont aussi, d'une certaine manière, mis en cause. En tout cas, la France Insoumise est un peu mise sous pression par la gauche, on va dire, qui voit dans son alliance avec la jeune garde, notamment à travers vous, la perméabilité à une certaine violence. Je sais que
dans le mouvement antifasciste, certaines critiques aussi ont pu émerger, indépendamment de cet événement, sur la question du parlementarisme. Et est-ce que c'est la bonne idée d'articuler l'antifascisme à la voie parlementaire? Vous êtes un peu l'incarnation de cette articulation entre l'antifascisme et l'institution. Donc c'est quelque chose d'assez inédit. J'aimerais bien que vous nous en disiez un mot, tout simplement. Quel bilan vous tirez de ça, étant donné le contexte? Est-ce que vous pensez que c'est une erreur? Est-ce que vous pensez en revanche que c'est toujours possible, qu'il y a quelque chose à creuser? En tout cas, on sait que Jean-Luc Mélenchon et la France Insoumise, dans son ensemble, fait vraiment bloc derrière vous et a fait de l'antifascisme même une projection pour les années à venir et a mis le cap aussi sur la présidentielle autour de cet arc antifasciste. Heureusement que l'horrible doudoune de Raphaël Arnaud n'est pas la dernière digue. Putain, mais toi là, toi sale bâtard. Est-ce que vous creusez ce sillon-là? Je pense qu'il faut systématiquement se poser la question de quel est le plus efficace pour lutter contre l'extrême droite, tout le temps. Il n'y a pas de réponse parfaite. Sinon, en fait, on serait débarrassé de ce problème et on n'aurait pas besoin de lutte antifasciste. Donc, systématiquement, il faut se reposer la question. Et je pense qu'encore une fois, il n'y a pas de réponse exacte. Nous, on partait du principe qu'il fallait lutter contre l'extrême droite à tous les étages. C'est-à-dire que lorsqu'ils mènent des attaques et des violences extrêmement dures dans la rue, il fallait être en capacité de proposer une réponse à ça. Lorsqu'ils décident d'investir des institutions comme l'Assemblée nationale, on ne peut pas nier ça et faire comme si ce n'était pas un problème, ou alors comme si ce n'était pas notre problème et que d'autres allaient s'occuper de cette situation. On s'est dit que la meilleure façon d'y répondre, c'était d'investir aussi cette question-là. Parce qu'on a vu des néo-nazis investir l'Assemblée nationale, des identitaires, des royalistes, à travers soit des investitures de la part du Rassemblement national, soit à travers des assistants parlementaires, peu importe. Lorsqu'on a vu ces gens rentrer dans ces institutions, on s'est dit qu'il fallait que les antifascistes y soient. Et à tous ceux qui espèrent que les antifascistes disparaissent de ces institutions, pourquoi pas, ça se pose, mais on partira quand il n'y aura plus de néo-nazis, de royalistes ou d'autres groupes d'extrême droite qui investiront ces institutions. Voilà tout. Après, pour ce qui est de la France Insoumise, je pense qu'aujourd'hui, elle garde le cap, encore une fois, sur la question du fascisme, mais c'est pas que vis-à-vis de la Jeune Garde ou que vis-à-vis de cette affaire, ça fait quand même déjà un moment que la France Insoumise et d'autres mouvements parlent du retour, de la nécessité de l'antifascisme, avec le slogan du NPA qui était antifasciste tant qu'il le faudra. Je pense que c'est un peu le mot d'ordre aujourd'hui. Et que ouais, ça s'accentue, et que tout le monde le constate. J'ai pas trop suivi, les amis. Là, je parle vraiment aux mecs les plus politisés de mon chat. Le NPA, c'est situé comment par rapport à Quentin Desranques, par rapport à Raphaël Arnaud, le NPA, les groupes vraiment d'extrême gauche, même je pense à Révolution Permanente. Ils ont été solides sur l'histoire ou pas? Parce que comme ils sont moins médiatisés, moi j'ai pas j'avoue, j'ai pas trop fait mes devoirs, c'est my bad les mecs, c'est my bad. J'ai pas le souvenir d'un Olivier Besancenot qui a soutenu la Jeune Garde. Franchement, je ne sais pas les mecs, ils sont pros. OK. NPA a été solide. OK, merci le chat, merci. Ils ont été très solides, RP aussi. Parfait. Et en fait, encore une fois, je le redis, c'est inquiétant que ça soit principalement que la France Insoumise qui s'occupe de cette question-là, que ça doit être l'ensemble des organisations politiques. Maintenant, la France Insoumise a toujours été claire dans ses propos, à travers les prises de parole, notamment de Jean-Luc Mélenchon, mais pas que, des divers responsables politiques, à travers la pratique du service d'ordre de la France Insoumise, que ce ne sont pas les mêmes que ceux de la Jeune Garde, qu'évidemment... Est-ce que tu penses qu'il y aura un Mingo Show avec Raphaël Arnaud? Bah moi, quand j'étais sur sa chaîne Twitch, bah en quelque sorte, je lui ai posé beaucoup de questions, les mecs. Hein. L'interview, je pense qu'elle est toujours disponible. Je l'ai beaucoup interpellé, Raphaël Arnaud. Mais il faudrait que je refasse un Mingo Show avec lui, où vraiment, lui, il vient sur ma chaîne Twitch. Mais en attendant, les amis, normalement, et là, du coup, je fais la petite promotion. Normalement, j'aurai un député la semaine prochaine, dans les locaux de la France Insoumise d'ailleurs. La semaine prochaine, je crois que ça va tomber un mercredi, on aura la députée Anaïs Belloissa-Chérifi, donc députée LFI du Rhône, qui a fait alliance avec le maire, hein, d'ailleurs, le maire de Lyon, monsieur... j'ai oublié son nom, c'est un écolo, j'ai oublié son nom. Donc les gars, il y aura... Anaïs Belloissa-Chérifi sur ma chaîne Twitch et on va revenir sur beaucoup de choses. Un nouveau sub. Et notamment, je pense qu'on va revenir peut-être sur Quentin Desranques et peut-être sur Raphaël Arnaud, sa campagne municipale aussi à Lyon, parce qu'elle avait suspendu sa campagne par rapport à l'affaire Quentin. Donc, ce sera peut-être le moment aussi de l'interpeller aussi sur autre chose. Hein. Donc, rendez-vous la semaine prochaine, les mecs. Grégory Doucet, merci le chat. Merci aussi à JNKS pour le sub. Merci, ça fait plaisir. Jure incroyable, de place, c'est ma députée. Voilà les gars, les Lyonnais.
On pense à vous, les Lyonnais, les mecs. On pense à vous, les gars. Tranquille. Des façons différentes d'appréhender des situations, de la réponse à donner, etc., etc. Mais par contre, dès le départ, il y a eu une volonté de la France Insoumise, je pense, y compris de la part de Jean-Luc Mélenchon, de dire, attendez, il y a des jeunes qui sont sous le terrain depuis des années, qui ont obtenu des victoires, comme je disais, la fermeture de locaux, etc., qui ont réussi à sortir l'antifascisme de certains dont certains se faisaient des fantasmes, etc., qui essaient de reconstruire des liens, qui essaient de faire autre chose. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon, on a eu des discussions à plusieurs reprises, alors que ça soit de façon individuelle, ou même il était venu une fois d'ailleurs à un camp d'été, et on a eu beaucoup d'échanges sur tout ça, sur ce qu'on mettait en place, etc. Et d'ailleurs, il nous a mis en garde à plusieurs reprises. Il nous a dit attention, parce que je sais les risques que vous prenez, je sais la violence à laquelle vous faites face, parce qu'il savait que certains avaient déjà dû faire face, notamment à des menaces jusqu'à leur domicile, etc., etc. Il a dit faites attention à ne jamais tomber dans le piège de la violence. C'était aussi les mots de Jean-Luc Mélenchon, mais que nous aussi on se répétait avec la jeune garde. Faire attention à, lorsque un militant d'extrême droite nous sort un couteau, nous on ne doit pas sortir de couteau. Jamais. On n'a pas de couteau sur nous. Sûr. On ne doit pas répondre avec cette violence-là. Jamais, jamais, jamais. Lorsqu'ils attaquent à nos domiciles, on ne va pas attaquer des gens à leur domicile parce qu'on n'est pas comme ça. Et évidemment, c'était aussi dans les préoccupations de nous en tant que militants et militantes antifascistes, mais plus largement de l'ensemble de notre camp, y compris de la part de Jean-Luc Mélenchon. Et je pense que ça doit être encore à l'esprit de tout le monde. Malgré toute cette instrumentalisation, on a l'impression qu'on est dans une perte de repères qui doit toujours nous animer. En fait, on n'est pas comme l'extrême droite. On ne doit jamais tomber dans ces pièges-là. Et s'il peut y avoir des erreurs de la part des militants antifascistes, mais plus largement de la part de l'ensemble de notre camp, des militants écologistes ont pu des fois faire preuve d'une combativité certaine. Certaines fois, nous, on ne partageait pas certaines pratiques, etc. On doit en discuter et mettre ça sur la table. Et si on doit se corriger collectivement, on doit le faire collectivement. Vous parliez de rendre massif la nécessité dans cette atmosphère criminalisante de rendre massif l'antifascisme. Est-ce que vous pensez que c'est la meilleure manière d'y accéder, ou est-ce que c'est une voie un peu marginalisante malgré tout, cette voie-là que vous... Je pense qu'on ne doit pas se contenter de ça. On ne doit pas se contenter de dire nous aussi on va combattre l'extrême droite jusqu'au Parlement ou à travers par exemple la question de l'autodéfense, etc. Non, certainement pas, ça doit être à tous les étages, tout. Et c'est pour ça qu'on dit souvent, nous on avait ce truc un peu avec la jeune garde de dire c'est certainement pas l'antifascisme, c'est certainement pas les groupes qui s'autoproclament antifascistes. C'est toutes les personnes à un moment donné qui décident de lutter contre l'extrême droite à toutes les échelles, que ce soit des influenceurs sur les réseaux sociaux, que ce soit aussi en partie des journalistes qui décident de documenter ce qui se passe à l'extrême droite, qui ont le courage de le faire parce qu'on sait... Raphaël Arnaud, il était dans TPMP. Oh bon? Raphaël Arnaud, TPMP. Qu'est-ce qu'il raconte, Orphan, je sais pas quoi là? TPMP. Ouais, il a déjà été à TPMP. Oh, la coupe de cheveux. Oh, je suis mort. Ah ouais, il était face à Juliette Briens. Ah non, c'est une blague. Putain. C'est une blague. Ah ouais. Ah ouais, quand même. Aussi que les journalistes aussi sont menacés de mort, sont des fois attaqués physiquement aussi par l'extrême droite, etc., etc. Donc en fait, c'est un tout, à tous les étages. Partout, il y a de la résistance. Partout où peut exister des alternatives au projet mortifère de l'extrême droite. On l'avait vu ensemble. Alors oui, là sera la réponse, quoi. Et quand je dis massifier, c'est pas forcément qu'à travers un rassemblement où, comme à Lyon, il y avait plus de 10 000 personnes. C'est massifier aussi les idées de l'antifascisme. Et ça commence par ne pas céder. Enfin, je pense que l'erreur de certains responsables politiques à gauche, on l'a dit un peu de façon plus antérieure dans l'entretien, mais c'est de penser que c'est les médias qui font la pluie et le beau temps. C'est terrible. Parce que les médias, encore une fois, je parle des médias traditionnels, qui appartiennent aux milliardaires, etc. Eux, ils ont des objectifs politiques. Ils font pas leur travail pour donner l'information juste. Ils font ça parce que des milliardaires, eux, ont des intérêts politiques. Ils ont des objectifs politiques à atteindre, etc. Donc, se lier à leur agenda politique, c'est une erreur, mais fondamentale. Et que la première des bases pour que l'antifascisme reste massif et reste solide, ça va être de tenir la barre. Typiquement, en évitant de reprendre tous les mots de l'extrême droite la plus dure dans les moments où ça tangue. Voilà. Deux petites dernières questions. En ce moment même, certains de vos camarades antifascistes sont donc mis en examen, dont 2 de vos collaborateurs. Est-ce que vous avez des nouvelles d'eux ? Est-ce que vous gardez relations ? Est-ce que vous gardez des liens avec eux ? J'ai pu avoir des nouvelles, notamment à travers un avocat. Alors forcément pas sur l'enquête en elle-même, juste sur demander des nouvelles, quoi. Ouais, c'est dur. C'est dur forcément, d'autant plus que... notamment pour Jacques Favreau, en l'occurrence, qui a été très médiatisé, je le connais bien. Je sais qu'il n'aurait jamais voulu ça, quoi. Il n'aurait jamais voulu qu'il y ait un mort. Il n'aurait jamais voulu qu'il y ait une telle violence qui se déchaîne
sur la fin justement de cet affrontement, etc. Je ne sais toujours pas pourquoi il s'est retrouvé là, exactement. Vous étiez à Paris en tout cas. Moi, j'étais à l'Assemblée nationale. Lui, bon, il était à mi-temps. Le fait est, c'est qu'il venait d'avoir un appartement à Lyon, parce que sa famille habite pas loin, que c'était un peu un entre-deux entre Paris et Avignon. Bon, ça, c'est du détail au milieu de tout ça. Mais voilà, pourquoi est-ce qu'il se retrouve à Lyon? Je sais pas dans quelles circonstances il s'est retrouvé, en tout cas, dans cet affrontement. Mais je le connais très bien et je sais que, voilà, enfin, j'imagine dans quel état il doit être aussi de. Je sais pas en fait dans quel état il doit être exactement, mais c'est sûr que ça doit être particulièrement dur parce que s'il pouvait tout faire pour que ça n'arrive pas à nouveau, que ça ne soit jamais arrivé, il le ferait. Ouais. Pour finir sur cette dynamique antifasciste, on prête cette formule à Jean-Luc Mélenchon. D'ailleurs, il est aussi beaucoup critiqué par cela, puisqu'elle résumerait cette stratégie de conflictualisation qu'on lui reproche, qui serait qu'à la fin des fins, ça se terminera entre eux et nous. Est-ce que vous partagez cette analyse? Oui. Et d'ailleurs, Jean-Luc Mélenchon le dit depuis 2012, il me semble. Nous aussi, dès les années 2010, on est plusieurs évidemment à dire attention, le fascisme revient. Parce qu'on a une lecture évidemment matérialiste de ce qui est en train de se passer. On comprend qu'il y a une crise du capitalisme majeure. Qui dit crise économique dit crise sociale. Crise sociale dit qu'il y a de la colère dans la population, que les gens se retournent tout à coup vers les responsables politiques qui leur ont fait miroiter pendant des années que ça allait être la propriété privée pour tout le monde, que tout le monde allait pouvoir vivre dignement, etc. Ce n'est plus le cas. Et donc, dans cette période de crise, forcément, il y a une crise politique qui débouche. Et les élites politiques, économiques en premier lieu, cherchent des alternatives pour pouvoir poursuivre cette exploitation économique et s'enrichir toujours plus. C'est ça en réalité leur objectif. Et donc il n'y a pas mille solutions que le fascisme. Évidemment que il n'y a pas de meilleure solution que l'autoritarisme, que le racisme, pour légitimer, pour asseoir leur possibilité de poursuivre l'exploitation de l'être humain sur l'être humain et s'enrichir toujours plus. Parce que sinon la société elle craque et à l'inverse, on chercherait d'autres alternatives que le capitalisme, que cette société-là. Et donc oui, et je pense que c'est déjà le cas en fait. Ouais. C'est déjà eux ou nous. Ouais. Par contre, à tous ceux qui penseraient que d'exprimer cette formulation, ce serait participer au clivage en cours, que du coup, de façon soit voulue, soit non voulue, on propulserait l'extrême droite à la place où elle est, etc. Mais ils sont fous les gens. Il y a plein de pays où il n'y a pas de gauche radicale au pouvoir, ou même en état de résistance, etc., où ça s'opère aussi. Le fascisme s'opère. Aux États-Unis, j'ai pas l'impression que Donald Trump, lors de la dernière présidentielle, ait dû faire face à une gauche un peu forte sur ses appuis. Pas du tout. Il a fait face à ce qui se fait de classique chez les libéraux, etc. Et pour autant, le processus fasciste est en cours. Donc c'est une erreur, mais immense, de penser que ce serait à cause d'une gauche ferme sur ses appuis que le fascisme prendrait de l'ampleur. Pas du tout. Moi, je pense tout l'inverse. Je pense que plus la gauche est solide sur ses appuis, plus il y a des gens qui peuvent se reposer là-dessus, peuvent se saisir de ça pour être en capacité de résistance et donc de limiter la casse, d'éviter que l'extrême droite prenne le pouvoir, d'éviter que l'autoritarisme prenne de plus en plus le virage qu'il est déjà en train de prendre, mais en tout cas de façon plus forte. Et surtout offrir des alternatives. Enfin, on peut raconter ce qu'on veut aux gens. C'est vrai que s'appuyer sur des Jérôme Gage pour le combat Antifa, les mecs, oh là là, le Parti Socialiste, Jérôme Gage, François Hollande, oh la flemme. Franchement, la flemme, j'ai la flemme de mettre ma tête reposée sur l'épaule de Jérôme Gage et de me dire, je suis tranquille. Il y a mon pote Jérôme Gage qui va combattre le fascisme. Je peux être reposé, je peux dormir sur mes deux oreilles. Non, les gars, faut un peu. À gauche de Wish, ça ira, les gars, ça ira. Ça ira. Oh là 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 là. Donc là, j'aime bien Raphaël Arnaud, mais en vrai, on ronfle de fou. Non, moi, j'aime bien l'interview. J'aime bien l'interview parce que, en fait, ce qu'il faut retenir, de toute façon, c'est fini là, il reste 1 minute. Ce qu'il faut retenir, c'est Raphaël Arnaud qui alerte sur le danger de l'extrême droite, qui démasque aussi en quelque sorte les médias mainstream, qui ont minimisé Aramburu, qui ont minimisé aussi l'affaire du maire qui a été agressé parce que sa fille est métisse. Ils ont minimisé plein d'histoires, mais quand c'est Quentin Desranques, c'est vraiment le fait national, nanani, je sais pas quoi. Mais ça devient un discours dangereux. Ce que nous propose en ce moment même l'offre médiatique, c'est dangereux. On est en train de sous-estimer la réelle menace. L'extrême droite qui retire les drapeaux européens, c'est la porte ouverte
à quelque chose qui va être très chelou l'année prochaine, les mecs. Hein. Très chelou. L'ambiance, ça va vraiment être pourri. Attends, c'est quoi ce lien? Attends, je regarde vite fait. L'ambiance va être extrêmement pourrie, le chat. Oh, à 3 minutes. Ah. Mais les gars, vous aimez bien m'envoyer des vidéos de 3 minutes. Hein. C'est dur, hein. Mec, je suis un fainéant de TikTok, moi. Putain.